Bonjour Pierre Pézra, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de réaliser un documentaire poignant qui donne matière à être indigné et révolté, Les Sentinelles, ça s'appelle. Il sort aujourd'hui en salle, c'est sur les maladies professionnelles liées à l'amiante et aux pesticides, le tout dans un silence assourdissant qui entoure la mort de milliers de travailleurs. On va y revenir, mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous proposez? Mais écoutez, moi, en faisant ce documentaire, je me suis rendu compte de pas mal de choses. Et une des choses qui m'a le plus frappé, et pour laquelle d'ailleurs, la raison pour laquelle j'ai réuni ces personnages qui sont dans ce film, c'est qu'ils avaient tous en commun une même recherche de dignité et du respect de la personne humaine. Ils avaient de la dignité, mais beaucoup d'humanité. Et je trouve que ma vision du monde aujourd'hui, elle est marquée par l'abandon de la valeur humanité. Quand on s'aperçoit qu'il y a des scandales financiers terribles, quand on constate que l'industrie pharmaceutique fait des bénéfices faramineux et que finalement c'est la sécurité sociale qu'on accuse toujours de son trou, qui compense justement ces bénéfices faramineux. Et je ne vous parle évidemment pas des scandales qui sont évoqués dans le film. Donc ma vision du monde, c'est que l'humanité disparaît aujourd'hui au profit de l'économie. C'est ce que j'appelle la dictature du tableau Excel. Et si on veut que cette planète puisse vivre encore longtemps, eh ben, il faut retrouver d'abord la valeur humaine. Alors, je l'évoquais à l'instant, le silence assourdissant qui entoure les victimes des maladies professionnelles. Avant-hier, sur le site l'avenir.net, un site quand même relativement confidentiel, on pouvait lire un article sur le sujet des pesticides. Le titre: Le fermier pulvérise son champ pendant la récréation, 40 écoliers évacués victimes d'étourdissements, de nausées et de maux de ventre. Pourquoi ce sujet n'imprime-t-il pas davantage dans l'opinion publique, Pierre Pézra? Pourquoi les médias ne se saisissent pas davantage de ce sujet, même si Libé a fait sa une hier à ce sujet? Eh ben, je crois que c'est pour la même raison que celle que je disais avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans les médias, on va dire les médias classiques, hein, puisque vous venez m'interroger, et puis Libé, vous venez de parler de Libé, dans les médias classiques, c'est aussi une espèce de dictature de l'audimat et une dictature de tout va bien, ne parlons pas trop des problèmes, les gens en ont assez d'entendre des mauvaises nouvelles, et il faut absolument que chacun puisse retrouver un peu de joie de vivre, etc. Donc je pense qu'il y a une réelle tendance dans les médias à enfourcher, disons, des chevaux qui sont toujours les mêmes. On l'a vu à travers la campagne présidentielle, où finalement on ne parle que de personnes, avec des soi-disant réformes, et qu'en fait les réels problèmes, alors je ne veux pas jouer, faire du slogan, etc., mais si vous voulez, tant qu'on reste là sur des positions qui sont basées sur l'économie, sur les chiffres du PIB, etc., eh ben, on arrivera à désintéresser les gens. Mais ça veut dire aussi que les industriels ont réussi à avoir le pouvoir médiatique, c'est-à-dire c'est leurs paroles qu'on entend le plus, c'est leurs études qu'on entend le plus, c'est aussi ce que dit votre film. Les industriels se sont dotés d'armes de désinformation. Alors les industriels se sont dotés d'armes de désinformation depuis très longtemps, surtout les premiers qui ont commencé, c'est l'industrie du tabac, Philippe Morris, qui ont commencé à justement faire des études par des soi-disant experts qui ont permis de retarder au maximum les procédures qui étaient engagées contre eux. Et le plus terrible dans ces affaires, c'est qu'il y a des gens, et c'est pour ça aussi que je parle de l'humain, c'est qu'il y a des gens, des experts, qui, pour gagner leur vie encore plus qu'ils ne la gagnent, vont vendre leur éthique pour aller faire des articles et des expertises avec quelquefois des grands noms. Vous m'avez parlé tout à l'heure de prix Nobel qui signent les tribunes et qui mettent par-dessus l'épaule toute leur morale et toute leur éthique pour aller se confondre et peut-être aussi dans une forme de recherche de ce qu'ils appellent le progrès, mais en abandonnant toute morale et toute vision un petit peu sur l'avenir de cette planète. C'est intéressant ce que vous dites, puisque dès le début de votre film, il y a une scène qui m'a marqué, c'est quand votre père, Henri Pézra, chercheur au CNRS, décide de prendre contact avec les salariés de l'usine Eternit pour les aider à dénoncer justement les conditions sanitaires dans lesquelles ils travaillent. Et il y a de la part des salariés une défiance à l'égard du chercheur. Pourquoi, d'après vous?
Alors Josette Rouder, qui est un des personnages principaux du film, l'explique très bien. Elle explique qu'on sortait de mai 68, enfin c'était 5 ans après, et donc il y avait une espèce de défiance à l'époque entre le monde ouvrier et le monde universitaire parisien, parce qu'on parle aussi bien d'une cassure province-Paris. Et donc les révoltes étudiantes de mai 68 étaient vues d'un œil un peu goguenard par les ouvriers et les salariés. Donc on était dans la suite de ça. Et puis il y avait aussi la défiance que, en fait, les ouvriers ils étaient au contact des vrais problèmes qu'ils avaient dans les usines. Et ils ne voyaient pas d'un très bon œil quelqu'un leur donner des leçons sur comment fallait travailler l'amiante, etc. Donc ils n'étaient pas accueillis les bras ouverts, hein. Après, si vous voulez, pour raconter un tout petit peu ce qui se passe dans le film, il a fallu que mon père use non seulement d'arguments pédagogiques très importants pour expliquer que l'amiante était dangereuse, et il a réussi à se faire entendre parce que justement, il n'a pas parlé du haut de son piédestal. Oui, il faut que les gens sachent que c'est grâce à votre père qu'aujourd'hui l'amiante est interdite. C'est grâce aux mobilisations de votre père, de ses travaux, de ses recherches qui n'ont pas été reconnues tout de suite. C'est des années de lutte qui ont permis l'aboutissement, enfin en tout cas la décision d'interdire l'amiante, alors que plusieurs pays déjà Oui, avaient interdit l'amiante. les États-Unis avaient interdit l'amiante suite aux travaux du professeur Selikov. C'est pour ça qu'il y avait mon père, mais il n'y avait pas eu que mon père, hein. Il y a eu pas mal de gens qui ont travaillé dessus. Disons qu'en France, ça a été lui le principal artisan, en tout cas le meneur de la lutte, et qui a permis justement, en rencontrant les ouvriers de l'amiante, d'engager des procès et de faire qu'au bout d'un moment, ça fasse peur aux politiques. Il a aussi travaillé sur le mécanisme de toxicité de l'amiante. Et ça, c'est très important, parce que tout à l'heure, je parlais des chercheurs qui se vendaient pour pas grand-chose, enfin non, pour beaucoup d'argent justement. Bon, lui, c'était pas du tout son truc, évidemment. Il venait disons que c'était quelqu'un qui était engagé à gauche politiquement, très à gauche, et il n'avait pas trouvé une forme d'action concrète qui aboutisse à quelque chose de son point de vue. Et donc, quand l'amiante est tombé du plafond à Jussieu, il a pu, je ne sais pas s'il l'a fait consciemment, mais en tout cas, il a pu trouver une forme d'action qui concrétise ses convictions politiques. Aider les travailleurs à se défendre, faire que une injustice soit réparée, c'était une forme d'action politique qui était très importante à ses yeux et plus importante que la lutte politique classique. Vous évoquiez à l'instant les politiques, justement, c'est, je crois, un des absents de votre documentaire. On entend peu les élus locaux, on entend peu le politique, à part un autre moment, où on en parlera plus tard, on voit Nicolas Hulot qui remet la... c'est un peu un... Oui, c'est un joke, ça. Une joke où Nicolas Hulot remet la Légion d'honneur à un agriculteur qui a gagné son combat contre Monsanto. Le fait que la France, d'ailleurs, aujourd'hui, décide de repousser décide, non, la décision est repoussée, mais quand on voit qu'aujourd'hui la France ne prend pas un engagement ferme d'arrêter la diffusion du glyphosate, par exemple, ça va à l'encontre de la santé publique. C'est ce que dit aussi le film. Oui, alors sur le glyphosate, il faut savoir que, vous le savez, hein, mais c'est une décision européenne. Donc aujourd'hui, on est quelque part un peu prisonnier des décisions européennes. Après, tout est une question de rapport de force. Donc si le rapport de force de l'opinion est en faveur de l'interdiction, et je parle de l'opinion européenne, on a des chances aussi d'avoir une interdiction du glyphosate rapidement. Et puis pour parler du glyphosate, qui n'est pas le sujet de mon film, mais moi ce que je pense, c'est que si on ne fait qu'arrêter le glyphosate, on aura gagné une bataille, mais on n'aura pas gagné la guerre. Si je reviens à l'amiante, mon père a toujours demandé l'interdiction de toutes les formes de l'amiante. Et voilà, donc le glyphosate est un poison, c'est sûr, mais vous n'en faites pas que si on arrête le glyphosate et que les industriels vont nous sortir une autre molécule qui sera toute neuve, donc forcément pas dangereuse, puisqu'on n'aura aucun recul dessus, qui pourra dans 5 ans, 10 ans, faire constater des ravages que le Roundup a fait, sur lesquels on a constaté ces ravages justement.
Un autre sujet très fort dans votre film, c'est le sentiment de culpabilité qui m'a aussi beaucoup marqué. Alors non pas celui des industriels évidemment, mais celui de la femme qui perd son mari à 46 ans, la culpabilité aussi de ceux qui ne peuvent plus reprendre le travail et qu'on traite de fainéants, la culpabilité de ceux qui obtiennent le statut d'inapte au travail et qui se retrouvent confrontés à la jalousie, culpabilité enfin de celui qu'on veut faire passer pour fou alors qu'il s'agit d'une maladie professionnelle. Qu'est-ce qui génère ce sentiment de culpabilité d'après vous, Pierre Pézra? Eh bien, ce qui génère ce sentiment de culpabilité, ce sont les personnes que ces victimes rencontrent quand elles viennent chercher ou demander une reconnaissance en maladie professionnelle. Il faut savoir que quand vous demandez une reconnaissance en maladie professionnelle, vous allez voir un médecin, alors soit de la sécurité sociale pour les salariés classiques, soit pour la MSA pour les salariés agricoles ou les agriculteurs. Et donc, la caisse, je vais faire un petit point technique là-dessus, la caisse qui alimente les accidents du travail et les maladies professionnelles est une caisse qui est entièrement abondée par les patrons. C'est ce qui ressort de la création de la sécurité sociale. Pourquoi ? Parce que un employeur qui n'est pas raisonnable, en tout cas qui expose ses salariés, il doit forcément payer. Et donc les employeurs qui sont les plus raisonnables et qui font le plus attention payent beaucoup moins que ceux qui ne font pas attention. Donc le MEDEF et les patrons ont toujours dénoncé ce régime-là, et sur cette caisse-là pèse la volonté d'indemniser le moins possible, une volonté politique extrêmement forte de dénoncer le moins possible les maladies professionnelles. Donc quand ces malades se retrouvent devant des médecins qui ont des consignes très strictes d'en reconnaître le moins possible, eh bien les médecins usent de stratagèmes de soupçon, ils font porter le soupçon. Premier soupçon, vous l'avez dit, c'est le soupçon « je viens chercher de l'argent ». Monsieur, vous venez de chercher de l'argent. Monsieur, vous êtes un feignant, en fait, vous ne voulez pas travailler. Et puis, troisième soupçon, monsieur, mais c'est dans votre tête. Et ce qu'on constate, et que ce soit pour l'amiante, les pesticides, le nucléaire, tous les domaines, c'est à chaque fois, ces mécanismes sont répétés par les médecins, par les experts, et évidemment par les patrons qui jouent ce même jeu-là, parce qu'ils n'ont jamais intérêt à faire reconnaître les maladies professionnelles. Alors, votre film rappelle qu'aucun procès pénal, je dis bien pénal, de l'amiante ne s'est ouvert en France alors que ça fait plus de 10 ans que le premier recours a été déposé. Les maladies professionnelles ont été multipliées par 2 en 30 ans, ce que dit votre film. Pourtant, sur les 355 000 nouveaux cas de cancer décelés chaque année, seulement 0,5%, je crois, sont reconnus comme maladies professionnelles. Il y a 2 explications, dites-vous dans votre film. Le vieillissement de la population, c'est une première option, ou la deuxième option qui reconnaît un environnement de plus en plus toxique. Josette Rouder, une femme clé dans votre documentaire, de votre film, alors que votre père s'est battu, sans doute le premier pour dénoncer les industriels, expliquait que malgré les preuves, la société n'était pas assez mûre pour accepter. Elle est mûre aujourd'hui, la société, selon vous ? Alors, je ne sais pas si elle est mûre, mais si vous voulez, il y a quelque chose qui est important dans mon film, c'est que les premières victimes des atteintes à la santé en matière environnementale sont souvent les travailleurs qui travaillent avec les produits toxiques. C'est pour ça d'ailleurs que le film s'appelle Les Sentinelles. Et si vous voulez, si on regarde l'histoire de l'amiante, en fait l'amiante a été interdite aussi, et peut-être surtout, parce qu'elle a atteint une autre population que celle de ceux qui travaillaient avec l'amiante. Ce sont les professeurs de Gérard Armer, qui étaient des professeurs qui travaillaient dans un local amianté, ou les professeurs de Jussieu, qui travaillaient aussi dans un local amianté. Ces procès-là ont commencé à faire peur aux politiques, et c'est comme ça que finalement, les politiques ayant eu l'affaire du sang contaminé quelques années avant ont eu peur de se retrouver devant le tribunal. Donc sur l'opinion publique, j'ai l'impression que de façon égoïste, tant qu'on n'est pas victime, eh ben on ne bouge pas. Donc sur les pesticides, vous avez parlé tout à l'heure de l'exposition d'enfants dans une école à Niévrois. C'est terrible, mais je pense que
tant qu'il n'y aura pas des intoxications massives de gens qui ne sont pas des travailleurs, par exemple des pesticides, on n'arrivera pas à une réelle prise en compte, et puis avoir suffisamment d'arguments, y compris juridiques, en attaquant les responsables dans les tribunaux, pour pouvoir interdire de façon définitive ces pesticides. Alors un autre sujet, hier je recevais Olivier Besancenot, il vous a posé une question. Il vous demande quelle expérience vous tirez, vous, de votre travail pour trouver un point d'équilibre entre les questions sociales d'un côté et les questions écologiques de l'autre. C'est vrai que c'est aussi un sujet qui revient dans votre film et aussi qui est récurrent dans l'actualité. On l'a vu dans le cadre des centrales nucléaires, on l'a vu aussi avec le scandale des boues rouges, le chantage à l'emploi. Le chantage à l'emploi, c'est quelque chose qui est absolument essentiel dans ces histoires de santé au travail. En fait, l'emploi, c'est le mot magique. Et avec ce mot magique, les employeurs et les politiques permettent finalement de faire n'importe quoi à des gens, particulièrement d'exposer les gens à des produits toxiques et de leur gâcher, peut-être de faire mourir les gens. Donc ce chantage à l'emploi, il se fait de différentes façons. Il va même jusque dans la tête il marche très bien, par exemple, chez les syndicalistes, puisque mon père, par exemple, s'est toujours heurté à des syndicalistes quand il venait dans une usine ou dans une mine d'or, etc., et expliquer que c'était trop dangereux, que les syndicalistes, qui avaient toujours mis au premier rang de leurs revendications l'emploi, les salaires, et après les conditions de travail. Et mon père s'est toujours bagarré pour que les conditions de travail et le respect de la santé soient mis en premier. Parce que ce qui compte avant tout, c'est la vie. C'est pas le salaire, c'est la vie. Et donc ce tournant-là qu'ont opéré Josette Rouder et Jean-Marie Birbès, l'ouvrier d'Eternit de Gaillac dans le film, est extrêmement important. C'est aussi un bouleversement pour eux d'avoir fait justement ce changement dans leur tête. Alors, pour répondre à la problématique à Olivier Besancenot, sociale versus écologique. En fait, on ne peut pas dissocier l'un et l'autre. Moi, c'est-à-dire que c'est un film qui m'a fait beaucoup réfléchir. Je n'étais pas spécialement militant avant, mais disons qu'en faisant ce film, je me suis documenté, et puis bon, on me pose des questions, il faut bien que je réponde des choses. Et je me suis rendu compte que, pour moi, l'essentiel aujourd'hui, c'est sauvegarder l'avenir de la planète. Parce que je veux dire, s'il y a une chose importante pour les politiques, c'est ça, on devrait la mettre au premier plan. Mais pour sauvegarder l'avenir de la planète, on est obligé de faire de la politique. Parce qu'on se rend compte que ce sont des mécanismes politiques, politico-économiques, avec une financiarisation de la planète qui prend finalement le pas sur toutes les autres activités, qui fait que justement, on a des enrichissements terribles, et puis au prix d'atteinte à la santé. Et puis en France encore, c'est pas terrible, mais il y a des pays où c'est affreux, quoi. Donc l'un ne va pas sans l'autre. C'est évidemment un engagement de gauche, de solidarité et de respect des valeurs humaines qui font que l'écologie, en tout cas un monde plus écologique, plus respectueux de l'environnement soit possible. Merci beaucoup Pierre Pézra. Aujourd'hui, votre film sort en salle, Les Sentinelles. On est le mercredi 8 novembre et il sort aujourd'hui en salle. J'invite tout le monde à aller le voir. Où est-ce qu'on peut aller le voir d'ailleurs? On retrouve sur Internet les salles qui diffusent votre film? Alors il y a un site, lessentinelles.org, et puis vous trouverez aussi dans les programmes. Sur Paris, il sort dans 4 salles, le Luminor, l'Entrepôt et le MK2 Quai de Seine, MK2 Parnasse. Et puis sinon, vous trouvez les autres programmes sur le site. Voilà. Demain, je recevrai Natacha Polony et je sais, ça ne manquera pas de faire réagir. Donc je vous invite toutes et tous qui nous écoutez, qui nous regardez, à déjà poser vos questions. Elle vient de publier Changer la vie pour une reconquête démocratique aux éditions de l'Observatoire. On reviendra sur les thèmes de son livre, le multiculturalisme, le populisme, le libéralisme, beaucoup de ismes dans le livre, et sur les rapports de genre aussi, le féminisme. Vous avez une question pour elle? Alors j'ai préparé une question, puisque je ne vous connais pas très bien, Natacha Polony. Voilà. Mon père, Henri Pézra, est passé d'une activité politique à une action concrète pour aider les victimes de l'amiante. Est-ce que vous ne pensez pas que l'activité politique, pour être plus utile, doit redescendre de son piédestal médiatique et s'attaquer aux mécanismes qui font que l'économie a supplanté l'humain? Eh bien très bien, la question lui sera transmise. Merci beaucoup. Merci beaucoup.